De Malika me viennent les embruns de mon enfance, les effluves de ma jeunesse. Malika, des philavours hospitaliers, où j'ai tant vécu des moments de bonheur. Je pense à toi, à ta plage immaculée, au sable fin, qui aime tant appeler les élus, au-dessus des vagues susurrantes, des vols de mouettes qui chantent de belles odes à la mer. Les houilles me parlent, je leur réponds dans leur langue liquide. Maintenant, on me colle les qualificatifs de docteur et de professeur. Je suis Amantou Ndongo Mbaye, simplement de Yeumbeul. Un enfant qui est né dans ce village de Yeumbeul, dans ce merveilleux village de Yeumbeul, de deux parents magnifiques, des parents extraordinaires, qui nous ont inculqué des valeurs qui nous ont formés et forgé toute notre vie. Sont Adja Fabal Mbaye, notre maman, et mon père, Aladji Mbaye Thiofal, Aladji Babacar Mbaye. Et donc, je suis né dans ce village et je suis allé à l'école primaire, ici, l'école de Yeumbeul, très connue, qui est l'une des plus anciennes écoles de la région du Cap-Vert. C'est date de longtemps, cette école. Yeumbeul, elle a formé beaucoup de cadres. Après le lycée, après l'école de Yeumbeul, je suis allé au lycée Blaise Diagne, à Dakar. Au début, c'était à l'avenue Gambetta, on appelait ça d'ailleurs, à l'époque, c'était un collège, on faisait la 6e là-bas, à l'avenue Gambetta à Dakar. Puis après, dès la 5e, on allait à Fass, à Dakar. Et c'est là, de là, j'ai fait ma 5e jusqu'à ma terminale, en 1974, où j'ai eu le baccalauréat avec la mention bien, et où je suis parti, donc tout de suite en France, donc pour faire ce qu'on appelle les préparatoires. À l'époque, Senghor avait institué le fait que quand un étudiant, un élève avait le bac, avait une mention bien ou très bien, il avait systématiquement et automatiquement une bourse pour aller à l'étranger. À l'époque, l'étranger, c'était quoi? C'était l'URSS, l'Union soviétique, c'était la Belgique, surtout Louvain-la-Neuve, et c'était ce qu'on appelle les préparatoires en France. Et donc, moi, je suis allé en France faire ce qu'on appelle les prépas. Je fais donc ce qu'on appelle l'hypocagne, la cagne, après donc, la licence, la maîtrise, le doctorat, le DEA, le doctorat. Je suis donc allé jusqu'au doctorat en littérature, en lettres modernes. Après le doctorat, j'ai fait un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisé toujours en 3e cycle, en sociologie, et un DSS en documentation, donc biotechnologie et sciences de l'information à Sciences Po. Ce qu'on appelle Sciences Po à Paris, c'est la rue Saint-Guillaume qui est très connue. Disons que tous les élèves en France rêvent d'aller à Sciences Po. Et donc, moi, j'ai fait Sciences Po avec un DSS en documentation, en biotechnologie. Donc, en fait, je cumule 3 diplômes de 3e cycle. Il faut dire que j'ai toujours eu le plaisir, l'amour des études, depuis que je suis gamin, depuis que je suis à l'école primaire. Et ça, c'est mes enseignants, mes maîtres, comme on disait à l'époque, qui m'ont poussé dans cette voie-là. Un particulièrement, qui était le directeur de l'école de Yeumbeul, qui s'appelle Cheikh Tidiane Seck, donc qui nous avait initiés vraiment par sa pédagogie, par sa maîtrise de l'enseignement, de l'éducation, par son amour aussi de la transmission du savoir, qui nous a poussés à aller aussi loin, qui nous avait initiés donc beaucoup à la poésie,
beaucoup, beaucoup à la poésie, beaucoup. Et lui-même, en même temps, il a mené sa guitare en classe pour nous réciter des poèmes, notamment poèmes que je retiens beaucoup. Il y a 2 poèmes. Il y a Minuit de Keïta Fodéba, d'ailleurs que Baba Mal a chanté après au lever du rideau dans une case mandingue, etc. Donc, un très très beau poème de Keïta Fodéba, qui était un des très grands intellectuels africains, qui a été tué par Sékou Touré. Parce que Sékou a tué beaucoup de monde quand même, beaucoup de l'intelligentsia guinéenne a été décimée quand même par Sékou. Hein, donc, dont Keïta Fodéba, qui était l'un des très brillants africains culturels et littéraires. Et puis aussi des poèmes comme Le chant des rameurs de Birago Diop, ou bien Joal de Léopold Sédar Senghor. Et comme j'étais aussi ce qu'on appelait un brillant élève en littérature, en lettres, en français, à l'époque on disait comme ça, en français, donc c'est-à-dire en grammaire, en conjugaison, en rédaction. Et donc je présume que c'est de là que vient cette envie d'écrire. Parce que je me disais quand j'étais petit, quand on me posait la question qu'est-ce que tu veux devenir, je me disais je voulais être professeur de français et journaliste. Et donc, écrivain, j'ai commencé à écrire en seconde au lycée Blaise Diagne. La seconde, je crois que ça devait être en 71, 72. C'est là où j'ai commencé vraiment à écrire. Et en fait, comme je dis chaque fois aux gens, pour vous montrer à quel degré le chemin de l'écriture peut être très long, j'ai commencé à écrire en 1972 et j'ai publié qu'en 2005 mon premier livre, Amour Savane, en France. J'ai passé mon temps à réciter des textes de Victor Hugo, de Alfred de Vigny, La mort du loup, Victor Hugo, Demain de l'aube à l'eau blanche de la campagne, je partirai, etc. Des textes de Chateaubriand, textes de Voltaire, le patriarche de Forney, de Rimbaud, de la comtesse de Noailles, etc., etc. Je veux dire, j'étais nourri à la poésie. Et c'est plus tard d'ailleurs que j'ai découvert la poésie africaine, notamment sénégalaise, avec tous les grands poètes africains et sénégalais que j'ai découverts et qui m'ont enchanté et qui m'ont donné envie aussi d'écrire. Et mon premier livre là est né comme ça en 2005, Amour Savane, il a été publié en 2005. J'ai beaucoup écrit et je continuerai beaucoup à écrire sur la mer. Parce que la mer est pleine de vocables, c'est-à-dire de noms. Océan, mer, il y a les mots comme la houle, les vagues, tout ça, les vaguelettes. Il y a tout un tas de mots qui peuvent venir. Donc les murmures de l'eau, de la mer, la mer qui susurre, etc. Donc tout cela, c'est quelque chose de tellement important. Et pour moi, donc, c'est une source d'inspiration infinie. Et je dis bien infinie, parce que la mer, pour moi, c'est mon amie. C'est une complice. Elle me berce. Et puis, elle m'apporte tellement de sérénité. D'ailleurs, comme dans tous les lieux d'eau où je vais, un fleuve, c'est pareil. La mer, encore plus, ça me berce. Il y a une espèce de paix, de sérénité, de quiétude qui se dégage de la mer et qui me donne tellement de plaisir, d'enchantement. Disons qu'il y a une fusion, une communion entre la mer et moi. Et je crois que c'est pourquoi tous les deux nous sommes très proches. Et j'ai l'impression quelquefois même qu'elle le sait. Et j'ai l'impression que quelquefois la mer me parle et je lui réponds. Je lui réponds parce que
parce que je sens à travers l'eau les brumes d'eau qui sortent de la mer, que c'est quelque chose de formidable. Et je crois que c'est essentiel, cette relation que j'ai avec la mer, elle m'apporte beaucoup. Vous savez, entre les Lébou et la mer, il y a un contrat qui a été signé. Hein. Donc, ce qui connaît, moi je suis laïenne en plus, donc il y a une relation entre Sénali Mamoulaye et la mer, tout le monde le sait. Et je crois que pour nous, c'est important, cette relation-là. Comme avec le lait caillé, quand je bois du lait caillé, j'en prends un petit peu, je mets sur mon front. Mais ça, le serrure peut comprendre ça. Lui, il ne prendra pas du lait caillé, il prendra autre chose. Je n'ai jamais pensé publier un livre de ma vie. J'écrivais égoïstement pour moi. Je dis bien vraiment égoïstement. Pour moi, et j'ai un grand ami, qui s'appelle Amadou Iliman Kane, qui est un très grand écrivain, un poète, un enseignant en France. Il est en France, là, c'est un enseignant, c'est un chercheur en sciences cognitives, donc tout ce qui est sciences de la pensée, sciences cognitives. Et en même temps, un très grand poète, Amadou Iliman Kane. C'est mon binôme. On travaille ensemble tous les deux. Et il m'avait dit, je l'avais quand il me dit, boy, il faut vraiment publier, quoi. Je dis, mais Amadou, mais lâchez-moi un peu la grappe, quoi, votre publication, là. Moi, je n'ai pas envie de publier, donc j'écris égoïstement. Mais non, moi, tu ne peux pas écrire ça et puis laisser ça pour toi, quoi, c'est pas possible. À la fin, donc, un jour, je faisais une conférence à Paris, sur d'ailleurs Cheikh Hamidou Kane, avec d'autres grands amis, avec lui, Amadou Iliman Kane et Moussa Samb, un professeur de sciences de droit à l'université de Dakar, qui est venu à Paris. Et donc, dans cette conférence-là, après, il y avait Kaya Makele. Kaya Makele, qui est un très grand écrivain congolais, et en même temps qui a une maison d'édition à Paris qui s'appelle, donc Kaya Makele, c'est Akoria. Akoria à Paris. Et Kaya, c'est un très grand écrivain, un poète, un romancier pour adultes et romancier pour enfants, et aussi un très grand dramaturge. C'est un très grand compagnon d'un très grand auteur, qui s'appelle Sonila Boutanzi, c'est son ami intime. Et donc, j'ai fait cette conférence, Kaya était là, et Iliman Kane lui avait parlé déjà de moi. Et Kaya était là, et à la fin de ma conférence, j'étais avec les gens qui venaient te féliciter, tout ça. Et Kaya arrive, me dit bonjour, je ne le connais pas. Donc je lui dis bonjour, ça va, comment ça va docteur? Je lui dis moi ça va très bien, vous c'est. Il me dit moi c'est Kaya Makele, donc écrivain congolais, etc., éditeur, tout ça quoi. Quand il a dit éditeur, mon cœur a fait tilt. J'ai dit ça, c'est encore une manigance d'Amadou Iliman Kane. Effectivement, Amadou Iliman Kane lui avait parlé de moi, il m'a dit écoutez Ndongo, professeur, je voudrais bien vous éditer. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas m'éditer parce que vous ne savez pas ce que j'écris. Vous ne m'avez pas lu. Il me dit, non, mais moi, il me dit, et ça, je me rappellerai toute ma vie, il me dit, votre conférence me suffit. Il me dit, dans votre conférence d'aujourd'hui, votre communication me suffit. J'ai dit, non, la conférence c'est une chose, et les poèmes que j'ai écrits, c'en est d'autres. Il me dit, écoute, ce qu'on va faire, tu me retrouves dans mon bureau à Paris, hein, près de l'Opéra à Paris. On se retrouve là-bas, tu m'apportes quelques poèmes. Après, on verra effectivement ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis allé dans son bureau, j'ai apporté ce que j'avais écrit. Et il a lu, feuilleté, lu, et puis il m'a dit, écoute, c'est bon, je prends, on y va. Voilà donc mon histoire avec mon premier recueil de poésie, Amour Savane. Puis après, qui a été suivi 2 ans après par Les Lézardes du Silence en 2007, toujours chez Akoria. Et puis, par contre, le 3e recueil, c'était un recueil de nouvelles qui s'appelle Ombre. Et Ombre aussi, le recueil de nouvelles aussi, a une histoire aussi, toujours avec ce fameux Kaya Makele. Kaya qui me dit un jour, mais écoute, docteur, je veux que tu m'écrives un recueil de nouvelles. Je dis, mais non.
J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je n'écris pas de nouvelles, Kaya. Je ne suis pas nouvelliste, moi. Chacun a son truc, mais moi, ce n'est pas mon truc, les nouvelles. Je n'écris pas. Je suis poète. Il me dit, mais maintenant, je connais l'écrivain. Si je demande ça, c'est parce que je sais que tu peux me faire un recueil vraiment de nouvelles. Il a tellement insisté. Je lui ai dit, écoute, je fais un essai en espérant que ça ne marchera pas. Comme ça, tu me laisseras tranquille, quoi. Il me dit, OK. Et donc, j'ai écrit ce recueil de nouvelles qui a très bien marché. Il s'appelle Ombre, mais que je n'ai pas encore renouvelé jusqu'ici. Après, j'ai continué à écrire des recueils de poèmes, de poésie. Et actuellement, là, je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles, mais avec un jeune Gabonais, comme on dit, on écrit ça à 4 mains. C'est-à-dire, moi, j'écris une partie de poèmes, et lui aussi. Et après, on fait un livre en commun. Donc, voilà un petit peu. Et là, j'écris toujours la poésie régulièrement. L'année dernière, je crois que j'ai eu 3 livres qui sont sortis en même temps. 3 livres, 3 recueils de poésie qui sont sortis. Et j'en ai un qui doit sortir bientôt là. Pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un poème dramatique, c'est-à-dire un poème théâtral qui s'appelle Sur les berges théâtrales du fleuve Poésie d'ailleurs, et où il y a des personnages, il y a 3 personnages. 3 personnages dans ce poème, c'est un poème théâtre avec 3 personnages. Le berger, donc le berger, le poète errant, et le fleuve. Et le fleuve, c'est un personnage. C'est l'un des 3 personnages de ce recueil, de ce poème dramatique, de ce théâtre poétique, comme on veut l'appeler. Et donc, il est là. Et je continue à écrire toujours partout. Écrire, c'est d'abord partager. C'est d'abord le partage. Mais le partage avec des exigences de rigueur, avec l'exigence de l'exigence, c'est-à-dire être exigeant, la rigueur, mais aussi, surtout, la grande base de l'écriture et aussi du partage, c'est l'humilité. Il faut être humble pour écrire. C'est comme le savant, c'est comme le philosophe, etc. Moi, je dis, on ne peut pas être un grand homme sans une grande femme, sans avoir une humilité. Et ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, l'écriture peut faire tourner la tête très vite aux gens. C'est comme dans le milieu du cinéma, dans le milieu du showbiz, dans le milieu où les gens sont très vite devant ce qu'on appelle la lumière, les projecteurs, et surtout dans tous ces milieux où l'apparence joue beaucoup, l'apparat, Ngistal, et puis l'argent, bien sûr. C'est les 2 facteurs qui perdent beaucoup les gens. Et moi, toute ma vie, je fais tout pour m'éloigner le plus possible de ces choses-là. Je peux dire que je vis par et pour l'écriture. Et je ressens une espèce de félicité, de bonheur, de sérénité, d'enchantement, en même temps de frénésie. De frénésie, pourquoi? Parce que j'ai tendance à dire aux gens, attention, ne croyez pas que dans l'écriture, il n'y a que du bonheur. Ce n'est pas vrai. Dans l'écriture, il y a aussi beaucoup de souffrance. Parce que on se met à nu en écrivant.
on se met à nu, on se dévoile, plus loin, voile, c'est-à-dire on enlève son voile de vie. Et il n'y a pas plus impudique que l'écriture. Et c'est ça qui explique que une fois que c'est parti, le coup c'est parti, c'est-à-dire qu'une fois que tu as publié un livre, ça ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux pas écrire un livre et ne pas vouloir que les gens te renvoient certaines images. Il faut arrêter avec ça. Comme j'aime tendance à le dire, mais il faut assumer ce qu'on écrit. Et donc, dans ça, il y a le bonheur, c'est vrai, l'enchantement, tout ce que j'ai dit, les délices de l'écriture, la saveur. Même là, il y a aussi cette douleur qui fait que tu injectes des choses très douloureuses, même dans un poème, où tu peux sauter du coq à l'âne, aller du bonheur le plus intense à la souffrance la plus cruelle. En même temps, il y a une espèce d'enchantement. Il y a une espèce d'enchantement qui est là et qui fait que il y a du plaisir qui est là quand tu écris. Et quand j'écris, je sens cette frénésie de vie, cette connexion à mes parents, cette connexion à la nature, cette connexion à Dieu, cette connexion au ciel, à la lune, aux étoiles, au soleil, cette connexion à la terre. Et c'est ça, en fait, dès l'instant où il faut assumer ce qu'on écrit. On ne peut pas écrire quelque chose et puis dire devant la télé ou devant les journalistes, non, 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 en fait, non, non, non. J'ai écrit parce que j'assume. Dans Ombre, je crois qu'il y a 3 ou 4 nouvelles qui sont des recueils qui sont liés à l'inceste. C'est très grave, parce que l'inceste, ça existe dans ce pays, mon Dieu. Il faut en parler, quoi. Et quand tu en parles, tu as l'impression de parler de quelque chose dont on ne devrait pas parler. C'est quoi cette histoire-là? Alors que tout le monde sait que, il en parle, il y a des familles qui meurent de ça, de l'inceste. Du père qui viole des enfants, du frère qui viole sa sœur, du cousin qui viole ses cousines, etc. Et tout ça, on étouffe. Il y a même des trucs où c'est le grand-père qui viole. Donc, on étouffe tout ça. Mais une fois que tu l'as écrit, il faut assumer quand même, quoi. Il faut que les gens sachent que ça existe. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est aussi notre pierre qu'on pose à l'édifice de notre nation, de notre peuple, de notre culture. Et puis aussi c'est notre devoir. Hein. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération, dans une opacité, remplisse sa mission ou bien la trahisse. Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. On remplit une mission ou bien on la trahit. J'essaie de remplir la mienne, tant bien que mal. Hein. Quelquefois moins bien, hein, plus mal que bien, mais je m'en fous. Je continue mon chemin parce que j'ai ma conscience tranquille et je continue ce chemin-là. Mais l'écriture, il faut qu'elle soit assumée. Il faut qu'elle soit assumée. Et donc, aussi bien dans mes poèmes, je parle de tout. Je parle de sexe, d'une manière très métaphorique, bien sûr. Hein, parce que la poésie n'est pas faite pour parler d'une manière crue. Il y a ce qu'on appelle les métaphores, il y a les métonymies, il y a les images. Tout cela, ça sert. La poésie, elle est dans ça. La poésie, c'est quoi en fait? Quand on dit que c'est un poème, mais parce qu'il y a certains critères qui sont réunis. Il y a le souffle du poème, ce qu'on appelle la scansion. Il y a le rythme du poème. Il y a les images du poème. Il y a ce qu'on appelle le volume du poème, c'est-à-dire que quand on le lit, il y a une certaine tonicité de la voix qui fait qu'on lit un poème d'une telle ou telle manière, pour le rendre, hein, pour le réécrire, comme on dit, parce qu'on dit que lire un poème, c'est le réécrire aussi. Hein, et donc, j'avais un professeur à l'université de Nanterre qui avait l'habitude de nous dire, il ne faut jamais oublier que l'image du mot, que l'anagramme du mot image, c'est magie.
Je trouve cette forme très très belle forme pédagogique. L'anagramme du mot image, c'est magique. C'est pour te montrer que c'est à travers les images que tu utilises en poésie que tu peux arriver à créer cette magie que tout le monde recherche dans un poème et même dans un roman. J'ai mon ami, là, je lui rends hommage en même temps de ce portrait qui était mon binôme, mon duo. On était ensemble tout le temps. M. Mamadou Camara, qu'on appelait Caster, qui était un très grand novelliste, l'un des plus grands novellistes du Sénégal, qui est décédé il y a juste 2 mois. Caster, qui disait que lui, même dans les romans, il cherchait toujours la poésie. Je crois que c'est ça, en fait. La poésie, elle est partout et elle doit être partout. Parce que c'est, en fait, la forme la plus originale de la littérature, mais c'est aussi la forme originelle de l'oralité. C'est la poésie. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est le rire, c'est l'humour. Oui, c'est le rire et le mur. Non, en fait, mon vrai hobby, c'est la musique, c'est la guitare. Je joue à la guitare, donc c'est la musique. J'ai joué pendant longtemps du djembé en France, parce que j'avais un restaurant et je jouais beaucoup du djembé et je jouais même du tama et du balafon. Et il se trouve que j'ai une maladie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, qui fait que je ne peux plus m'amuser à taper avec les articulations. C'est ça la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, avec ça, tu ne peux pas t'amuser à faire certaines choses, dont taper sur les djembés, alors que j'adorais ça dans ma vie. J'adorais jouer du djembé, puis j'allais très loin dans le djembé. Par rapport à la littérature, je dis bien par rapport à la littérature, c'est le fait que nos aînés nous ont laissé un bel héritage littéraire magnifique, avec des livres, des chefs-d'œuvre qui ont été primés dans le monde, qui ont été des classiques. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, c'est merveilleux. Mirage de Paris, Maïmouna, même un livre de contes comme Le Lièvre, avec Ablaye Sadji et l'épouse Séra Senghor. Tout ça, c'est des merveilles, c'est des publications de qualité. Mais maintenant, avec la jeunesse actuelle, nous avons des problèmes d'impatience, où chacun veut avoir son nom sur la première page du livre, d'un livre. Et donc, du coup, l'écriture, elle est bâclée. En plus, on ne revient même plus aux fondamentaux de la grammaire, du vocabulaire, de la conjugaison. Et on veut publier quand même, alors que chaque fois je le dis, toute langue dans le monde, que ce soit le chinois, le swahili, le zoulou, le xhosa, le bambara, ou je ne sais pas quelle langue, encore le wolof ou le pula, chaque langue a des paramètres oraux et des paramètres d'écriture. Et donc, on se retrouve là avec la publication de livres qui sortent et qu'on ne peut pas lire en fait, qu'on ne devrait même pas lire, qui devraient être, comme on dit, pilonnés et puis jetés. Parce qu'ils ne sont pas des livres de qualité. Il y a cette impatience des jeunes, mais il y a aussi ce que j'appelle moi l'inconscience des éditeurs. Et donc, du coup, toutes ces situations-là risquent de tuer. Même au-delà de tuer, c'est assassiner carrément cette histoire littéraire que nous avons. L'assassiner non seulement dans le monde africain, mais aussi dans le monde entier, ailleurs. Et il faut dire aussi que ailleurs en Afrique, c'est pareil. C'est pareil.
Parce que je trouve la même situation quand je vais au Tchad, quand je vais au Cameroun, quand je vais à Abidjan ou au Gabon, à Libreville. Durant toutes mes rencontres que je fais, à Bamako ou ailleurs, au Burkina Faso, c'est pareil. C'est-à-dire que nous avons ce problème. Et donc, comme je disais avec mon ami Mamadou Camara Caster, c'était notre combat. Je ne sais pas si ce sera le dernier combat qu'on va mener au point de vue de la littérature, mais en tout cas, c'est notre combat actuel et c'est un combat de souffrance parce que c'est un combat qui est lié à notre souffrance profonde pour vouloir changer les choses. Et heureusement qu'une certaine jeunesse, une certaine génération d'écrivains, des jeunes, se mettent à écrire de très beaux livres avec des maisons d'édition comme Al Farouk, avec Farangay et d'autres jeunes qui sont là et qui écrivent. Elas Ndongo, des jeunes qui écrivent des livres formidables, très bien écrits, qui font preuve de rigueur, d'exigence et d'humilité. Et en même temps, d'ailleurs, en abordant les rives d'une écriture nouvelle, d'écriture nouvelle au pluriel. Et je crois que peut-être c'est ça qui va sauver notre littérature. J'espère bien. And it's been the ruin for many poor boys. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. And my father was a sailor.